C'est dans le cadre de votre émission Évaluation. On se retrouve une fois de plus, mesdames et messieurs. Bienvenue donc dans cette émission. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de plusieurs choses, mais particulièrement, on va beaucoup plus s'éterniser sur la corruption, mais également un problème dont le Congolais soulève ces derniers temps. Ils ont peut-être été contraints de ne plus en parler depuis que le président de la République a dit que c'était impossible ou il ne trouvait pas comment trouver des solutions quant à ce. Nous parlons justement de la réduction du train de vue des institutions. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette émission et pour cela, nous avons un senior, c'est comme ça qu'on l'appelle, senior examinateur. Lui, c'est Monsieur Mbou, il est de la société civile. C'est avec lui qu'on va s'entretenir aujourd'hui. Nous disons bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Mbou. Bon, merci, madame. Voilà, il est là, Monsieur Mbou, vous êtes de la société civile. Parlez-nous un peu, vous êtes de quelle société civile et comment justement s'appelle votre structure que vous pilotez? Je suis le président de l'organisation ACEDRO, une organisation qui existe depuis 1993. ACEDRO, c'est Assistance contre la drogue et la prévention du crime. Tout le monde doit comprendre que si on travaille sur la question de la corruption, c'est nécessairement parce que le trafic illicite de drogue génère près de 2400 milliards de dollars annuellement qui vont dans tous les flux, comment on dirige, illicites et criminels dans le monde. Donc on ne peut pas parler de la question de la corruption si on ne parle pas de la question, comment on dirige, du trafic illicite de drogue. Et en cela, nous, dans la lutte contre la drogue que nous faisons également, nous sommes butés aujourd'hui à la question de la corruption parce que il s'est installé beaucoup de criminalité aussi dans la lutte contre la drogue en RDC. Par conséquent, nous devons maintenant réduire la question de la corruption. Et quand nous réduisons la question de la corruption, nous rentrons dans ce grand magma de corruption qui est en RDC. Donc nous existons depuis très longtemps. Nous avons travaillé avec toutes les structures qui existent au Congo. Je vous dis, ça fait 30 ans que nous sommes là, depuis la présidence jusqu'au comité interministériel anti-drogue, etc., comité contre impunité. Tout ce qui a été créé au Congo pour la lutte contre la corruption, moi, je suis passé. D'accord? C'est pour ça que je me qualifie de senior, c'est-à-dire que je peux valablement parler de toutes ces questions. De quelle drogue parlez-vous? Quand nous parlons de la question des drogues, il y a ce qu'on appelle les classifications des drogues. Et dans les classifications des drogues, vous avez les drogues douces et vous avez les drogues dures. C'est que vous vivez là avec les jeunes ici qui sont en train de faire le Kuluna, c'est ce qu'on appelle le trafic de drogues douces, etc. et les consommations de drogues douces. D'accord? Et d'ailleurs, nous avons un consortium que nous travaillons avec, c'est l'Alliance congolaise pour le contrôle du tabac et la toxicomanie, conduit par le professeur Chamba qui est président, dont je suis le vice-président. Nous travaillons là-dessus, c'est aussi des très vieilles structures qui existent en ces questions-là. Nous avons reçu le prix mondial OMS 2016 pour la lutte que nous faisons en RDC, donc nous ne sommes pas quand même rien. Mais ce que je suis en train de dire ici, pour répondre à votre question, il y a deux segments de drogue au Congo qui se font ici aussi. Il y a les segments là dont nous parlons ici, Bombay, etc. On peut dire un segment un peu sale, mais vous avez un autre segment qui est encore beaucoup plus confidentiel, qui est un segment politique dans lequel la cocaïne, l'héroïne sont en train de transiter. Je crois qu'il y a des hommes politiques qui vont nous dire d'ici dernièrement, ici, ça a été répété même par RFI, qu'il y a près de 300 kilos de cocaïne qui passent par les couloirs politiques ici, qui vont vers l'Afrique du Sud. Ça et là, c'est noté dans la presse, etc. Nous avons ça comme monitoring. Donc, la drogue dure en RDC, elle est là, le trafic s'est fait, et comme je suis en train de vous dire, beaucoup de gens sont en train de s'expliquer là. Ça, c'est ce qui a été perçu. Et il y a 2-3 ans ici, encore à l'aéroport de Njili, on a vu un conteneur de 2 tonnes de cannabis compressé avec des autorisations d'État, alors que c'était interdit au Congo. Il n'y a jamais eu des autorisations pour, comment dirais-je, circulation des cannabiniques, etc. Tant même, comment dirais-je, dans le contexte médical qui est permis. Mais pour l'instant, la RDC n'a pas encore ratifié ça. Donc, ça veut dire que le trafic est là aussi. Donc, je vous donne les deux signalités que vous avez sur les questions des drogues. Dans votre travail sur le drogue, là, quel a été, ça a apporté quoi comme écho? Madame, c'est comme je suis... le travail que vous avez fait là, ça a apporté quoi comme écho, comme... Ça veut dire que nous avons des problématiques exceptionnelles dans ce pays en ce qui concerne la compréhension des gens et les raisonnements des personnes qui nous dirigent. Comme disait Mosengo, yoka raisonnement naï. D'accord, ce sont des gens qui sont là, nous ne cessons pas de faire des plaidoyers, etc., travailler, mais on ne veut pas donner des financements pour ces questions. Or, la question des drogues partout dans le monde, madame, à l'extérieur, quand on parle de criminalité, on frappe d'abord sur les questions des drogues pour faire comprendre la pertinence de la question de l'application de la justice sur les questions, comment dirais-je, des droits. D'accord? Donc, la question des drogues dans chaque pays doit être en première ligne. Ça veut dire que depuis que le président Tshisekedi est là, par exemple, lui qui
s'est évertué à nous dire qu'il vient pour faire des changements, que nous attendons, parce que ce deuxième mandat, on va pas blaguer avec lui, il nous a demandé, nous sommes en contrat avec lui, population, pour voter, ça autrement. Donc, nous attendons particulièrement, par exemple, qu'il finance, comment dirais-je, la section de lutte anti-drogue. Nous parlons de drogue, c'est-à-dire substances consommées qui modifient le comportement physique et psychologique d'une personne, souvent la soumettant à une dépendance, l'alcool est dedans. Regardez un peu la ville de Kinshasa à partir de 18h. Même pas 18h, même la mouille. Tout le monde est en train de consommer. Ça va entraîner dans une population dans les années à venir, les 10-15 ans ici, des personnes totalement malades. Avec des flexibilités, comment dirais-je, au niveau des systèmes nerveux, auxquels, tu ne peux pas réagir, tellement tu es déjà comme à Bassardi. Alors, maintenant, la question qui est là, c'est laquelle? C'est que même la question de l'alcool, aujourd'hui, pour nous, ça figure parmi les produits modificateurs de comportement physique et psychologique soumettant à une dépendance. Au-delà de ce qu'on a parlé tout à l'heure, qui est les substances classiques que nous connaissons, les cannabiniques, etc., et l'héroïne et cocaïne. Donc, par conséquent, la question que vous me posez, oui, nous avons énormément travaillé dans ces pays. Moi, j'ai été cadre directeur, comment dirais-je, conseiller directeur au PNLCT, le programme national de lutte contre les toxicomanies et substances toxiques pendant une affaire de 6 ans. On payait pas les gens, nous sommes partis de là. Et le ministre Machako à l'époque nous a dit, monsieur Mbou, tenant compte de votre expertise, venez par ici, montrer un peu l'effet de cette direction-là et avancer sur cette question. Nous sommes allés là pendant 6 ans avec des amis de la société civile, on est allés pour travailler en tant qu'agent de l'État, pendant 6 ans, ils n'ont pas payé. Moi, ils me doivent 6 années de paiement, là-bas au ministère de la Santé. Donc, c'est pour vous dire que, madame, les gens ne veulent pas se mettre à niveau. On ne peut pas parler, comment parler d'une restitution, mais comment je peux appeler ça, des personnes que nous allons mettre en place et en selle, c'est-à-dire la jeunesse pour conduire le Congo demain, si on ne parle pas des questions des drogues. Il faut que les têtes des gens soient saines, donc par conséquent, donc nous attendons, nous on a mis les structures qui sont là pour avancer, ils veulent pas donner des financements. Si nous avons des microfinancements qui nous viennent comme ça, c'est peut-être des Zimbabwéens qui vous donnent comme ça une affaire de $200,000 pour 30 jours, pour 360 jours, essayer de faire quelque chose sous les tabacs. Ça, c'est ce qu'on a reçu au niveau de l'Alliance, par exemple, je parle entre guillemets, on vous donne un petit financement là comme ça, mais les Congolais appellent ça le remonter. Et même les Congolais qui sont milliardaires ici au Congo, ici, tout ça, qui ont beaucoup d'argent, ils ne pensent pas à faire de la philanthropie sur des questions essentielles. Moi, je suis vrai chrétien, j'ai beaucoup d'argent, est-ce que je peux te donner quoi pour faire ce travail? Nous sommes même prêts à ouvrir les conseils d'administration. L'essentiel est de nous avancer. Les Congolais n'ont rien à cirer. C'est une nation comme ça bizarre, madame. Les Congolais n'ont pas assuré. Vous avez parlé de la drogue. Vous dites que c'est un monde gangréné justement par la corruption et consorts. Quel contenu donnez-vous justement à ces termes lorsque vous parlez de la corruption? Madame, la corruption en termes génériques, pour parler clairement, c'est, je peux vous expliquer, l'utilisation. L'utilisation d'un service public pour son intérêt personnel. Là, je veux prendre la chose la plus simple pour que chacun... Pour que tout le monde comprenne. On vous prend ici, journaliste ici, vous utilisez cet ensemble ici, tout ce monde, tout ce matériel ici, vous utilisez cette maison pour votre intérêt personnel. D'accord? C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'État congolais. Chacun, depuis la présidence de la République jusqu'en bas, utilisent les institutions de l'État à leur intérêt personnel. D'accord? Alors c'est pour ça que nous sommes en train de dire que quand nous allons parler des questions de réduction de vie, nous allons parler des questions réelles de la corruption avec vous, que nécessairement, si aujourd'hui on doit faire un combat contre la corruption, il est nécessaire, madame, qu'on commence à la présidence de la République et que la présidence de la République nous manifeste beaucoup plus d'exemplarité que nous attendons de sa part jusqu'à présent que nous n'avons pas perçu. Nous savons que dans aucun pays, en tout cas dans le monde, où le taux de corruption est à 0. Aujourd'hui, si on vous demandait, vous, Monsieur Mbou, en tant que senior examinateur, de faire le tas des liés de la corruption en République démocratique du Congo. Madame, moi je parlerai des signalétiques, les signalétiques qui sont la misère, la pauvreté, le chômage, la famine évolutive, l'instabilité monétaire constante, l'absence de politique et de diversification économique, d'absence d'entreprises pour résorber ne fût-ce que 50 millions de populations du chômage, parce que nous sommes à 100 millions déjà, c'est 90% des populations qui sont au chômage. Tant que nous ne parvenons pas à mettre 50 millions de personnes au chômage, ça implique, madame, on a déjà fait des études là-dessus, il faut au moins une affaire de 10 000 entreprises à 500 millions de dollars comme capital, ça fait 550 milliards de dollars. Il faudrait que le gouvernement en place nous dégage 550 milliards de dollars pour absorber 50 millions de personnes au travail. Donc c'est pour vous dire un peu, il faut 10 000 entreprises. C'est qui ne sera pas facile. Qui ne sera pas facile, mais c'est la réalité, Quand on vous dit que vous voulez aller conduire le Congo, vous devez intégrer ça dans votre bongo, et puis alors venir avec des solutions.
Connais, madame, hein? C'est ça le débat. Des trucs comme les Bralima, là, tout qu'on sort, là, c'est 500 millions comme capital. Il en faut 10 000 comme ça, de 3 000 personnes, hein, ça vous fait une affaire de 3 000 personnes par 10 000 entreprises, ça fait 30 millions de personnes, d'accord? Il en faut même beaucoup plus que 10 000, il en faut une affaire de 15 000, d'accord? Et nous pourrons absorber 50 millions de personnes au travail, d'accord? Et quand nous faisons les calculs de 50 millions pour 10 000, hein, 500 millions par 10 000, ça fait 550 milliards de dollars. Donc, il y a 14 milliards, 7 milliards ici, les Chinois. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune politique qui est pensée pour le pays, en réalité, pour remettre les citoyens congolais au travail et par ce travail, commencer à réinitier une nouvelle économie économétrique pour le Congo. Ça n'existait pas. Parce que maintenant, ce qu'ils devaient chercher, c'est 500 millions de dollars, 500 milliards de dollars, ou 200 milliards de dollars, faire des véritables projets de planification avec les banques mondiales et FMI, qui vous lancent comme ça 300 milliards de dollars, tout créer entre là, ils sont en train de parler des 7 milliards de Chinois, là, que Kabila a laissé. D'accord? C'est pour vous dire un peu la nature des gens avec lesquels nous sommes. Ils ne sont pas à point sur les questions essentielles du pays. Et avec ça, vous voulez qu'on s'attende de quoi? Madame, il y a la misère sociale, comme je suis en train de vous dire, il y a le blanchiment, il y a la corruption aggravée, la criminalité organisée, scène des politiques. Enfin, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Madame Rose est sortie du chef de l'État, vous dit, voilà, les sénateurs sont en train de mourir. D'accord? Mais si vous avez des sénateurs, des personnes les plus lettrées, des personnes les plus en vue de d'une nation qui sont corrompues, vous avez fait quoi avec une nation pareille? Vous vous basez sur quoi pour dire qu'ils sont corrompus quand même, monsieur Mbou? Nous parlons entre guillemets, c'est pas moi qui l'ai dit. Madame Rose Mutombo sort, comment dirais-je, l'audience du chef de l'État. C'est télévisé, elle dit, le chef de l'État m'a dit de dire que ça doit cesser dans cet espace-là des questions de corruption des gouverneurs et de... vous êtes la presse. Là, vous parlez des élections qui vont intervenir. Les élections des sénateurs, mais également de gouverneurs. Oui, voilà, je suis là. Hein, c'est pas moi qui parle, c'est elle qui parle. Et si vous voulez aller plus loin, je prends, il y a 3 ans ici, madame la sénatrice Goya vous a dit ce qui se passe dans l'Union sacrée, elle est sortie de là, pourquoi? Donc je parle pas en l'air, madame. Vous parlez de quelqu'un qui a un monitoring, je connais comment est glissant ce travail, donc je parle en vertu des éléments que nous avons en termes de monitoring. Madame Goya est sortie là-bas, a transmis sa lettre dans la presse, il dit là-bas c'est une magouille totale, au niveau de l'Union sacrée, c'est pas moi. Le document est là. Hein? Voilà. Donc alors maintenant, je sais pas, hein, cette nature de personnes qui montent dans les institutions comme ça, ce type de personnalité-là, qu'allez-vous attendre d'eux? Vous pensez qu'ils ne doivent pas exister, le sénateur par exemple? Je n'ai pas dit ça. Ça, je ne suis pas là. Moi, je suis en train de parler d'une question qui a été... Vous dites qu'on ne peut rien attendre de ces gens-là. Madame, ça dit que le Congo aujourd'hui a besoin de personnes qui détiennent le plus haut niveau d'intégrité que possible pour nous sortir du trou où nous sommes. Vous comprenez? Si nous continuerons toujours avec la complaisance, avec des gens et des amis que nous connaissons complaisants, etc., on ne va pas nous en sortir. Hein, je ne cite personne, je ne critique personne, je parle de personnalité, hein, en termes de signalétique, c'est-à-dire de comportement de société. Hein. Alors, ce type de comportement, on n'ira nulle part avec eux, madame. Vous comprenez? Je suis là. Voilà, on n'ira nulle part avec ce genre de comportement. La corruption est une mauvaise chose, en tout cas, qui est en train de faire tomber, si on peut le dire ainsi, la République démocratique du Congo. Bien que la justice existe, ces mots continuent, en tout cas, à faire son chemin. L'autre fois, vous avez intervenu en tant qu'expert pays sur la corruption. Vous avez parlé sur les difficultés d'obstruction sur la question de la corruption au niveau de rémunération. Dites-nous, c'était quoi vos recommandations? Je vous vois sourire. Madame, il y a énormément de recommandations, nous en avions 17, mais je parle d'abord pour le glossaire. Dans l'ensemble. L'UDPS, qui est un parti que j'aime beaucoup, parce que nous avons tous été de ce bord-là, parce que l'UDPS avait promis à la section de l'intégrité de lutte contre la corruption que dans les institutions au pouvoir, nous parlerons de la lutte contre la corruption. D'accord? Donc, pendant 30 ans, on était versé de ce côté-là en attendant que ça monte dans les institutions pour nous faire autre chose que ce que nous présente maintenant. Le président de la République, d'ailleurs, en fait son combat. Bah, je vous ai dit tout à l'heure, il y a près de 41 prérequis que nous constatons qui n'existent pas en RDC, pour parler de combat, comme le dit le chef de l'État. Moi, j'ai rencontré le chef de l'État, je crois, en 2014. Nous sommes à l'ambassade de Belgique. L'ambassade de Belgique nous invite pour l'indépendance belge. Christopher Ngoy me présente au chef de l'État. Il dit, ça, c'est un type, quand vous montez, il ne faut pas l'oublier pour la question de la corruption. C'est ce que me dit le chef de l'État.
Il me dit, monsieur Mbou, vous avez du pain sur la planche. Or, moi, je m'attendais qu'il me dise, monsieur Mbou, on travaillera avec vous. En tant que société civile. Hein. Alors, maintenant, nous sommes dans les institutions. Moi, je retourne au chef de l'État avec toute la déférence que je lui dois. Nous avons du pain sur la planche. Il y a 41 éléments qui sont ici. Nous allons faire valider ça à partir de la semaine prochaine au niveau de la presse pour que tous les experts congolais viennent nous dire le contraire de ce qui est là. D'accord? Et ces 41 éléments de prérequis, madame, nous constatons que tant que ça ne sera pas mis, comment dirais-je, en œuvre, on ne peut pas faire la lutte contre la corruption au Congo. Si on peut citer quelques... Je prends un élément. L'année passée, on a donné 200 000 $ à l'APLC, à la CNRF et l'OCEP. Il n'y a pas une semaine, Mwendambal, il se plaint. Il dit, ça fait 10 ans que je suis là, pas de frais de fonctionnement. Or, l'OCEP est l'organe central. Hein? Comme on dit, il faut d'abord qu'on vous forme pour que vous sachiez quoi faire quand vous trouvez devant une situation. On ne donne pas l'argent à l'OCEP. Les gens sont en train de monter pour lutter contre la drogue. Quelle référence? Alors maintenant, on vous donne 200 000 $ pour l'APLC. Ça, c'est le chiffre de l'année passée. D'accord? Permettez-moi, madame. L'agence de prévention de lutte contre la corruption. 200 000 $, vous divisez par 365 jours sur 26 provinces, ça fait 21 $. Je ne sais pas, avec cette masse en thésaurisation qui circule sur le Congo, si avec 21 $ par jour, on peut faire quel combat? Par province, 21 $ par jour. C'est-à-dire, il y aurait des représentations de l'APLC dans toutes les 26 provinces, comme cela doit se faire, ils auraient 21 $ pour lutter. Est-ce que réellement on veut lutter contre la corruption? C'est le pouvoir de ce que dire. Je ne suis pas en train de parler ailleurs. Je parle d'un budget sous le président de la République. D'accord? Ok. Alors, maintenant, on me dit on veut s'attaquer à ça. Je ne sais pas, cette année, c'est peut-être, il veut dire, on va faire les choses autrement, peut-être on va donner autre chose. Or, nous leur avions dit clairement, nous, société civile de la lutte contre la corruption, nous attendons 100 millions de $ de la part des institutions gouvernementales par an, parce que nous faisons un travail très évident. Ce que je suis en train de faire ici, ailleurs, on vous abat. D'accord, madame? Et je fais ça à visage découvert. On dit, vous donnez 100 millions de $ à toutes les institutions gouvernementales et non gouvernementales pour que nous ayons ne fût-ce que 3 millions de $ par province et les 10 qui vont rester pour la coordination. Mais vous êtes au nombre de combien? Ça, non, mais non, ça permettez-moi, madame, mais nous sommes en train de parler ici des osmoses qu'il y a entre le gouvernemental et le non-gouvernemental. On peut faire jonction et travailler ensemble. D'accord? Mais chaque province aurait au moins ne fût-ce que 3 millions de $. Vous divisez 3 millions de $ sur 300 jours, ça veut dire une affaire de 10 000 $ par jour, quelque chose comme ça. D'accord? On peut commencer déjà à faire quelque chose. Vous comprenez, madame? Bon, on a demandé ça, on nous donne pas ça, on vous donne 200 000 $. 200 000 $, vous allez faire quoi avec ça? Hein? Alors que normalement, il y a ce qu'on appelle, le mot est en train de m'échapper, il faut quand nous sommes en train de faire des financements, comme Alinguet est en train de faire là, parce que tout ce que nous faisons, c'est un ensemble. Hein? Il faut qu'on restitue à la société civile quelque chose pour que la société civile puisse faire son combat. Mais la DGI, déjà le cas ici, toutes ces histoires, on restitue l'argent à ballon. Pourquoi le gouvernement congolais ne peut pas donner l'argent au Mbou, au POSCO et tous ces mondes-là qui clairement ont démontré de leur capacité à s'attaquer à ce noyau-là? On ne fait pas, on ne donne pas l'argent, pourquoi? Vous pensez que le travail... Vous pensez que le travail qu'Aba l'APLC ne suffit pas? Le travail ne suffit pas. Le travail de l'IGF ne suffit pas. Allez demander à l'IGF sur la thésaurisation monétaire qui est au Congo. Jusqu'à présent, elle n'a atteint que 20%. Il y a 80% qui continuent à traîner. C'est-à-dire il y a 80% de l'espace du Congo auquel le gouvernement congolais a alité. Il y a un vide. Les gens font ce qu'ils veulent faire là-bas. C'est ça le débat. Donc il y a un grand travail à faire. La société civile doit être là, les experts doivent être là, le gouvernement doit être là, tout le monde, toutes les bonnes volontés doivent être là, les églises, tout le monde. Vous comprenez, madame? Hein? Alors maintenant, allons-y même, c'est ce que fait, comment diriger Alinguet. Alinguet, c'est quoi en fait, lui? Alinguet, c'est... Il vous associe également parce que... Oui, il nous a associés, il a fait des promesses qu'il n'a pas réalisées. Ah, oui, il nous a associés, il a fait des promesses qu'il n'a pas réalisées. Et d'ailleurs, pour ma part, je pense qu'il nous a instrumentalisé, ce type-là. D'accord? Il a promis à la société civile, on va faire un travail d'ensemble, ça fait 2 ans, et le moment où été. Enfin, s'il y a contradiction, qui monte sur le plateau, il vient faire droit de réponse. Donc, c'est la mort en 10 secondes. D'accord? Alors, allons-y plus bas. Alinguet, qu'est-ce qu'il fait? Alinguet, en fait, lui, c'est quoi? On a dégagé 10 000 $ pour acheter des pneus à Kisangani. Hein? L'argent de l'État, une structure d'État. Alinguet vérifie que ces 10 000 $ ont acheté des pneus et des factures. Les pneus soient opérationnels sur les machines pour donner les résultats. Ça, c'est Alinguet. Donc, il reste dans des couloirs qui sont purement budgétaires, financiers, etc., des couloirs du gouvernement d'État.
Mais je prends l'exemple que vous êtes ministre. Moi, je suis je suis votre directeur de cabinet. Quelqu'un vient, nous savons tous qu'il a besoin d'une signature. D'accord? Parce que le travail, c'est moi qui le fais d'abord, je vous soumets. On sait qu'il viendra pour une signature. Moi, il rentre chez moi avant de passer chez vous, je dis, vous me donnez 10 000 $ avant d'aller chez le ministre. Alingué, tu vois ça? Mais avec le travail concomitant qui non, il ne le voit pas, il ne le voit pas, ce n'est pas de son acabut, ce n'est pas de son ordre, il ne le voit pas. Et je parle aujourd'hui de ce qui se passe. Le travail qui a été fait par Alingué, nous félicitons, parce que quand même l'argent de l'État commence à rentrer. Mais les gens ont déplacé le problème. C'est-à-dire, ils ne prennent plus dans la caisse de l'État, mais ils utilisent, comme je vous l'ai dit au départ, le système de l'État à leur intérêt pour conclure une affaire sous le sceau de l'État. D'accord? Comme je suis en train de vous parler là. Hein, ça, ce n'est qu'un... Alors, il y a comme ça l'affaire de 50 pipelines qui sont dégagées par nos sociétés civiles, auxquelles, c'est ce que nous sommes en train de vous dire, ces couloirs-là, c'est la société civile qui peut faire ce travail-là. Les dénoncer et l'amener aux institutions pour pouvoir, Alingué également, l'IGF, s'il ne faut pas ramener le débat autour de M. Alingué, l'IGF fait également ce travail-là, il dénonce, mais arrivé au niveau de la justice, n'est-ce pas que c'est la justice qui n'accompagne pas justement le travail que fait l'inspection générale des finances? Si je parle ici, vous direz que M. Mbou est trop brut. Hein? Mais le chef de l'État, quand il nous dit que la justice ne fonctionne pas, l'outil principal partout dans le monde à l'attaque de la question des noyaux de criminalité organisée et de flux financiers, etc., de la corruption, c'est la justice. Si la justice ne fonctionne pas, est-ce que réellement on peut même donner 5 ans encore à ce pouvoir? Par simple respect, puisque tout l'ensemble du pays, nous avons dit, bon, avançons. Hein? Mais le chef de l'État doit monter sur le plateau, non pas pour dire que la justice ne va pas, ce que nous tous savons, mais nous donner des propositions pour que cette justice-là fonctionne. Que préconisez-vous, vous? Je n'ai pas préconisé à leur place, eux, ils sont payés, madame, pour faire cela. Je n'ai pas tout le temps donné des idées, pour que eux s'engraissent. En tant que société non, permettez-moi, madame. Oui, ça, on en parlera tout à l'heure. Il y a des recommandations. Mais je suis sur le principe éthique. Tu montes dans les institutions du pouvoir avec des propositions. Tu ne vas pas monter là-bas pour que Mbou te dise ce que tu dois faire là-bas. Alors, vous venez devant les plateaux, vous dites aux gens, voilà, la justice ne fonctionne pas. En termes de 5 ans, et vous êtes demandé un deuxième mandat. Et vous attendez. J'entends Madame Rose dernièrement ici qui parle des histoires des députés ici. Hein? Il dit, vous savez, c'est difficile, un corrompu, c'est difficile de cerner un corrompu. Mais madame, il y a des services congolais et de collaboration internationale qui savent comment on fait ces choses-là. Ils ont les renseignements financiers. Le renseignement financier, c'est quoi la CNRF, la madame? On met votre nom dans 5 minutes ici, on a tous vos comptes partout dans le monde. On vous demande, madame, excusez-nous, vous êtes journaliste, c'est vous, chez nous, vous payez 300 $ par mois. Comment vous avez 5 millions ici? Justifiez-nous. Ça est là, pourquoi ils n'utilisent pas ça? Ça veut dire que ce sont des gens qui viennent là pour faire autre chose. Monsieur Mbou, senior examinateur, et donc notre invité, l'invité de votre émission évaluation ce matin, Monsieur Mbou, parlons également de la réduction du train de vie des institutions. Nous l'avons dit, madame, en ce qui concerne notre conférence du 9, en tout cas, Monsieur Bosco a insisté là-dessus, il faut une nouvelle nomenclature dans ces pays en concernant la question d'abord salariale. Ce qui se passe là, c'est indécent, c'est ignoble, il n'y a pas de mots. D'accord? On ne peut pas avoir un conseil du gouvernement des personnes qui vont réfléchir pour venir dire dans un pays, on paye le dernier 80 $ par mois, un militaire, pour aller payer un député 33 000 $. Et on vient nous dire en plus de ça, que non, les missions qu'il va faire avec ces 33 000 $, ce ne sont même pas les missions qui lui sont assignées en tant que député. Un député, il reste au Parlement, il élabore les lois. Il ne donne pas les ponts aux gens, il ne s'occupe pas des problèmes familiaux des gens. Donc, ça veut dire que des gens montent comme ça sur le plateau, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils compatissent avec le Congolais. Madame, et les ministères, les divers ministères sociaux, en leur représentation provinciale, etc., tout ça, pourquoi on ne met pas l'argent là-dedans pour qu'ils fassent ce travail-là? Ce qui se passe à l'Est, c'est terrible, madame. Vous savez que le climat de l'Est et la nuit, c'est glacial. Des gens sont en train de dormir à des bâches qui sont trouées. Ça fait 5 ans comme ça, la maman est en train, avec ses 4 gosses, tout l'eau coule sur elle la nuit. Où se trouvent ces ministères-là? Ce programme stratégique-là, après la présidence, etc. Madame, c'est scandaleux ce qu'on est en train de vivre. Et vous allez aller payer quelqu'un comme ça 33 000 $. Madame, il y a un problème dans ce pays, hein. Et des gens se réunissent et se regroupent ensemble pour aller raisonner comme ça. Oui, désormais on va payer comme ça. Des gens que tous nous donnons la confiance publique.
Tous sommes prêts à donner nos femmes et nos enfants. Allez-y avec eux, accompagnez-le, des choses comme ça. C'est ignoble, madame. Excusez-moi les mots que je suis en train d'utiliser, savoir couper ou pas couper, au travers de l'indépendance de votre organe, mais nous estimons ça ignoble. Même Barack Obama, je crois, ce n'était pas payé à 23 000 $, 33 000 $. Comment on peut s'expliquer des choses comme ça? Je ne parle même pas des ministres avec encore, comment dirais-je, une tarification supérieure. Alors nous disons ceci, madame. Il faut réduire le nombre des ministères. 63 là ou 62, c'est trop. Il en faut 20 dans ce pays ici. D'accord? Avec les accords politiques. On n'en a rien à cirer. Ça, c'est, enfin, maman, ou bien population congolaise, ou bien vous alliez avec eux. Mais non, monsieur Mbou, nous réfléchissons en tant que de Congolais. Mais on va réfléchir comment? Comment est-ce qu'on fait réfléchir, madame? C'est-à-dire. Et comme il a niveau, on a 33 et consort, justement parce que il y a eu des accords politiques et consort, il fallait satisfaire tout le monde. Mais alors, ce sont des accords politiques de corruption, madame. Ça, c'est un élément. Ou bien alors, faisons la chose autrement pour vous suivre sous votre raisonnement. D'accord. On arrête 33 000 $ pour un député au Congo. Hein? Vous divisez ça par 8 et vous payez les derniers citoyens congolais au prorata. Répondez-moi. 33 divisé par 8, ça fait combien petit? Allons-y, ça fait combien? 24, ça fait 8 000 $, 9 000 $, 12 000 $, 9, bon, parlons de 9 000 $. Si on paye un wiché 9 000 $, ça va, oui, les députés prennent le commande 33. Donc pour vous, vous pensez que... Mais nous sommes des Congolais, maman. Nous sommes des Congolais, nous tous. Doit se défaire. La sengi na ba Congolais, nous surtout à Congolais. Décision à 33 000 $ en Mboka Oyo. Attends qu'on le belango te. Attends qu'on sale le côté pour l'équipe sur la puissance. Ça m'a manayo. Wanganango. Ibela. C'est indécent, c'est incompatible, madame. Même si à Wanganyango, ça aura quoi comme... Mais justement, mais c'est dans notre cœur, c'est dans notre cœur, mais maman, mais Makamwala, je ne veux pas parler parce qu'ici, ça serait autre chose. Mais chaque chose a son temps. Nous actons 1, 2, 3, nous actons quand ça serait tourné. Ok, d'accord. C'est tout. Si on va payer 8 000 $ le huissier, ok, on donne 33 là-bas. C'est ça, comment on appelle ça, l'attention. Si c'est pas ça... Je mets en tout cas que M. Mbou continue avec sa réflexion et il parle de la réduction de train de vie de institutions. Si c'était vous, comment allez-vous vous y prendre justement pour faire appliquer cela? Mais nous avons un manifeste. Le 9... Bosco et l'ensemble, les Kanakana, tout ça, hein, la synergie des syndicats et comment dirais-je des organisations de société civile, on a dégagé un manifeste. Un manifeste qui est très clair en ce qui concerne les nomenclatures de chacun, depuis le secrétaire général, etc., ça, jusqu'en bas. D'accord? Ça est là. Il faut qu'ils prennent ça. Nous avons donné ça d'abord au président de la CNDH. Hein, en termes de droits économiques, hein, en termes de ce que les gens donnent leur capacité, force de travail, hein, ils ont droit que la nation leur retourne ce qui leur retourne et qu'il n'y ait pas de ségrégation de cette nature parce que c'est la ségrégation économique. Binobo, j'en ai 33 000 pendant que Bisso, il a tâté sur moi, on a pu aller à toi l'été, ça fait 3 jours. D'accord? Hein? Et non seulement ça, on vous paye les jours qu'on a envie de vous payer. Nous avons dit ceci. 1, soyons rationnels, on réduit le nombre de gens du gouvernement. On réduit totalement leur salaire et je crois qu'on a pris le tableau de 5. Hein. 5 000 pour un ministre, ça suffit. 5 000 $. Et un secrétaire général 3 000. Et puis ça descend jusqu'en bas. D'accord? Hein? Il y a des pays où on ne paye pas les députés. Et même il y a des pays où même les ministres ne sont pas payés. En Suède là-bas et tout ce qui se passe là-bas. D'accord? Donc si nous parlons à un parallélisme, comment dirais-je, des institutions gouvernementales exécutives, c'est-à-dire il y a des autres qui sont en train de faire des niveaux d'évolution doctrinale qui sont... Hein? Ok, alors ça veut dire ça, c'est ce que nous disons. Et deuxièmement, maintenant, on réduit le train de vie de tout le monde, etc. Et on essaye, à chaque fois qu'il y a dépréciation, comment dirais-je, financière, d'annexer directement le salaire des personnes à la grille qui est. Si nous sommes aujourd'hui à 27 pour les dollars, annexer à ça. On ne peut pas rester encore à 19 là-bas ou à 18 là-bas. Pour quelle raison? Pourquoi des choses comme ça se font dans le pays? De 18 là à 27 là, l'argent là va où? On réduit pour ne pas ajouter à ceux qui prennent moins, mais pour garder, au cas où il y a dépréciation, on injecte cet argent-là. Non. Mon argent, moi, vous me payez à la tarification qu'elle se doit. C'est tout. Et vous ne me payez pas quand vous avez envie de me payer, parce que je vous ai rendu le travail pendant 30 jours que vous avez eu besoin. Hein, madame?
Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais nous avons ici, comment dirais-je, des recommandations. Je crois même qu'on n'aura pas le temps avec vous. Allez-y, les recommandations, c'est en rapport avec la réduction du train de vie. Les recommandations avec la réduction du train de vie, nous disons d'abord, à la présidence de la République. D'accord? Il faut qu'il y ait ce qui se passe partout dans le monde aujourd'hui, la transparence publique. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vous allez en France, vous avez une double rubrique, patrimoine hors exécutif, patrimoine exécutif. C'est-à-dire Macron vous dira, c'est que l'hiérarchie, et l'hiérarchie de sa famille, avec lui-même impliqué, ont eu dans leur vie, ont acquis, au travers de leur effort. De l'autre côté, pendant tout le temps qu'il a été président de la République, député ou ça, c'est qu'il a acquis. D'accord? Là, on les fait avant les mandats. Comment le président de la République l'a fait. Non, c'est que vous êtes en train de parler, on appelle ça une déclaration d'avoir. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Okay. Une déclaration d'avoir, elle est couverte. Deux choses différentes. Oui, une déclaration d'avoir, c'est-à-dire le chef de l'État vient et dit voilà, moi j'ai une voiture, j'ai ceci, c'est là, c'est cela, c'est là. Ce sont des choses qui ont été faites ici. Mais transparence publique, c'est-à-dire ngala rufungola Tshisekedi. D'accord? Parce que Macron, vous rentrez maintenant là. Transparence publique France, vous tapez Macron toute sa vie. Ok, c'est ce que nous avons besoin ici au Congo. On commence à la présidence de la République avec tout le monde, vous et moi et les messieurs ici qui est caméraman. Dans ce pays, on doit connaître nos avoirs hors institutionnels qui sont familiales et les disséquer avec celles qui sont dans l'exercice de nos fonctions. D'accord? Et comment nous les dépensons et les taxes que nous payons là-dessus, etc., doivent être connus. Premier élément, pour exemplarité. Ok. Permettez-moi, madame, je ne suis pas à côté. Le code de conduite d'agent de l'État met le chef de l'État en première position pour exemplarité. Voilà. C'est une loi. Ok. Alors, une fois que ça c'est fait, nous constatons encore maintenant, on vient de faire une levée de moratoire sur cette histoire ici de comment on appelle ça, de peine de mort. D'accord? Pour haute trahison. Madame, l'article 56 et 57 de la Constitution pour les faits de corruption parle de haute trahison. Ça veut dire, oui, nous sommes d'accord, les militaires là qui seront impliqués là-bas, mais tous les hommes politiques aussi, en vertu de l'article 56 et 57 pour les faits de corruption, doivent être, comment dirais-je, sanctionnés au niveau de la peine de mort. D'accord? Troisièmement, madame, nous avons besoin de ce qu'on appelle un ombudsman. Un ombudsman dans chaque ministère. Pourquoi? Parce que l'APLC, le chef de l'État a donné... Monsieur Mbou, oui. On nous suit et parle de Congolais et de Quinois. Vous parlez de ombudsman. C'est donc tout un programme que vous avez mis en place. Parlez-nous d'abord de ces ombudsman. C'est quoi et comment ça va se faire? Un ombudsman, c'est une personne qui est dans un ministère qui est le directeur de l'éthique et de l'intégrité. Toutes les personnes qui, dans ce ministère-là, travaillent là-dessus, sont 2000 personnes, viennent dénoncer vers lui tous les faits qu'ils estiment anormaux et en contradiction des réglementations de ce ministère-là et de la Constitution dans les ministères où ils viennent le verser auprès de l'ombudsman, comment dirais-je, en anonymat. Et maintenant, l'ombudsman, à partir du ministère, il la rend de ministre. Il peut même sanctionner les ministres. D'accord? Et lui, maintenant, il fait agir les réglementations et les lois de la République dans les ministères. Nous sommes là sous le sceau administratif d'abord. Avant, maintenant, on a la justice. S'il faut qu'il te révoque, il te révoque. Les sanctions administratives. Alors, c'est le travail que le CEP devait faire. Le CEP est en incapacité de le faire. Il vous dit bien, Mondamba, il vous l'a dit des jours ici. On a dit au Mondamba, pendant 10 ans, on ne me donne pas l'argent ici. C'est ma poche qui est en train de travailler à le CEP ici. Je sais que Mondamba, il a dit sur RTVS. Excusez-moi de citer l'autre problème. D'accord? Pour être plus précis. Donc ça veut dire que maintenant, la question qui est là, c'est laquelle, comme, comment on appelle ça, l'OCEP qui devait faire ce travail ne parvient pas à le faire, comme l'APLC, le chef de l'État a donné les personnes de façon la plus, comment on appelle ça, vous dites ça en français, il y a un terme là, indiscrétionnaire, hein, ça. De façon discrétionnaire, oui, voilà, lui-même a donné des personnes, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il a donné les personnes là ont fait ce qu'ils ont fait, Congo, défection. Donc nous, une fois on pouvait tolérer, 2 fois on ne croit plus à la APC. Nous avons demandé que toutes les agences aujourd'hui, d'abord, aient dégreffé la présidence de la République, deuxièmement, est comme indépendant, troisièmement, évaluation tous les 3 mois et indépendance Sabango, au niveau de la pensée de la personne qui conduit ça, des textes et de la structure. Et c'est l'organe indépendant. On a dit ça à la CNDH, et la présidence va dégreffer la bloc. Et puis, appel d'offres internationales. Même un Chinois, d'accord, qui a une réputation d'éthique la mieux faite sur cette question, s'il peut venir travailler au Congo, il monte là, il travaille là-dedans. C'est lire le droit, non?
C'est tout le mois après. Genre, moi, ils les hein. C'est oui ou non. A-t-il fait ou a-t-il pas fait? Point barre. C'est tout. D'accord? Nous avons besoin de ça au Congo. Parce que nous estimons que les agences que le chef de l'État nous a données, ça ne répond pas. Troisièmement, en ce qui concerne la justice. Nous voulons que la justice congolaise vraiment se reconditionne, madame. Ça, je parle au nom de la société civile. La société, que le gouvernement, la ministère de la justice se reconditionne. C'est-à-dire, amita la malam. Parce que Tikali na pembeni, to que nous avons la campagne extérieure pour nous au Congo, il y a déni de justice. Tout ce qui est bateau à Tangara, droit dans le Congo. Vous exposerez votre pays. On expose le pays. Si le pays ne veut pas me donner les droits qu'il est en train de dire, hein, en conformité des textes et des droits et de ce qui doit être fait par la Constitution, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Il y a déni de justice, c'est tout. Nous sommes là. Faire observer à la communauté mondiale qu'au Congo, il n'y a pas de droit. On ne va pas dire les droits. Le chef de l'État l'a dit, c'est pas moi, madame. Comme ça, monsieur Mbou, parce que toi, tu es bizarre, toi. Hein? C'est pas monsieur Mbou, c'est le chef de l'État. Justice est malade. Personne n'a solution, silence complet. Maintenant, on demande, en dernière ressource, la société civile, hein, pour ça, pour ça, t'es bisso. À l'extérieur, on est bien entendu et bien écouté. Il faut faire constater qu'au Congo, il n'y a plus de droits. Il y a des programmes dans les systèmes des Nations Unies, hein, bah, Pessabino va battre la droit dans le Boka. On ne va pas continuer comme ça, maman. Nous sommes en train de conduire des millions d'âmes. Nous ne sommes pas des mabangas, nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains. Nous avons un temps limité sur la terre. Il faut que nous soyons gérés autrement. Et c'est possible, madame. On va continuer comme ça. On attend maintenant du gouvernement Sika Kopé Sabiso, quelle est clairement sa position et sa politique stratégique en ce qui concerne la justice. J'ai travaillé avec eux. 350 recommandations, hein, atelier avec Nyabilungu en concernant, comment dirais-je, la réforme de la justice. Ça est là. Est-ce que ça a été appliqué? Pourquoi ça ne fonctionne pas? 350 recommandations. On a coulé ça ensemble avec eux. C'est là chez moi à la maison. En tant que société civile, nous avons participé. D'accord? Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce que vous avez mis cela à leur disposition? Ben, c'est ça la question. Est-ce que c'est à moi de mettre ça à leur disposition? Vous avez élaboré, vous avez gardé cela chez vous à la maison. Comment voulez-vous que eux sachent ce n'est pas nous qui avons fait ça, c'est le ministère de la Justice en 2015. Vous êtes de la presse, non? Hein? Avant d'ici, il y a Congo, ici au Congo. Ils sont restés ici pendant une affaire de 3 semaines ou 1 mois. Hein? Ils ont dégagé 350 recommandations. Pourquoi la justice ne fonctionne pas? L'État a tous les éléments. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça ne voulait pas l'appliquer. Vous voulez que nous, société civile, on dise quoi? On est venu seulement valider, voir oui, c'est en conformité de la lutte contre la corruption, c'est en conformité avec les droits de l'homme, c'est en conformité avec l'éthique, c'est en conformité avec ceci et cela. C'est tout. Nous appuyons, c'est ce que fait la société civile avec eux. Mais ça y est là, 350. Pourquoi 350? Excusez-moi, madame, hein, c'était hors facture. Hein. Les plus hautes sommités ont travaillé sur ce document, chez moi à la maison. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce que le pouvoir Tshisekedi ne peut pas demander à la Banque mondiale qu'on lui donne comme ça 10 milliards de dollars uniquement pour Natia Bateau, il y a presque dans les conditions de ce qu'ils demandent. Ils demandent un véhicule, tous. Pas à pouvoir. Bako senga pisa biso ndako malonga, lokolo to pesa bato, on a 33 000 wana. Pesa biso salaire malonga, standard, et ben na 4 000. D'accord? Pesa biso ba bureau adéquat, d'accord? On peut pas travailler dans un bureau comme ça, comme si ce sont des moutons, c'est 20 personnes dans 2 mètres carrés. Hein? Ce sont des sommités, ces gens-là, madame. Ils vous disent droit. Hein? Alors, balobi makamona nyo surtout. Hein? Même si devant la province, là-bas, mettez-nous en condition. Mais ça veut dire matériel, l'outil de travail, nous surtout. Hein? Il devient indigne pour eux. Vous venez pour un problème, on vous demande encore l'argent pour faire un papier de procès verbal. Hein, madame? Alors, tout ça, ils ont dit ça. Nous, c'est Zéouana. Maintenant, il fallait bien entendu chiffrer ça. Mais qu'est-ce qu'il y a comme difficulté au gouvernement en place de demander 5 milliards à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international? Vous dites, Binomoro Banque mondiale, vous avez coûté, qu'est-ce qu'il y a, Makamwango? Payez-leur. C'est pour moi que vous avez un doute sur nous. Mais l'essentiel que nous voulons, c'est que la justice fonctionne. Donc, c'est une recommandation que vous faites au gouvernement qui va venir dans les jours qui viennent. Bah, moi, je suis en train de dire, madame, parce que je constate qu'on dirait que ça pas ce qu'il faut faire. Qu'ils demandent. On va payer ça. Même dans 20 ans, on payera 5 milliards là. Mais pendant même une affaire de 5 ans, 6 ans,
bah toi quand t'as la condition qui commencent à travailler comme ils veulent, hein, la santé n'a pas ma maladie, bah avocat tout ça, bah juge ils vont aussi aux États-Unis, en Suisse, hein, comment on appelle ce centre américain, comment diriger à Paris, ils vont aussi se faire soigner comme les députés et les sénateurs se font soigner. C'est un pouvoir politique, madame. Alors, Yolingi Bahom sous exécutif face à la pouvoir, parlement bas à la pouvoir, Bahom bas à la montée. En vertu de quoi vous avez payé les parlementaires 33 000 $ et eux leur payer, comment dire, 1800, 1500. Ça veut dire quoi? Ce sont des choses qui sont réfléchies. Non, répondez aussi avec moi. Faisons les choses ensemble. En fait, ici, c'est moi qui pose des questions, monsieur Mbou, puisque ce sont des recommandations qui existent. Donc, madame, il y a plein de recommandations. Le président de la République va nommer le Premier ministre qui va créer justement le gouvernement, monsieur Mbou. Mais en tout cas, si l'UDPS ne nous répond pas sur la question de la corruption, ça, je regarde l'UDPS droit dans les yeux. Parce que moi, j'ai fait le combat pour l'UDPS. Des gens très cartésiens sur la question de l'UDPS. J'étais son premier secrétaire général à l'époque. D'accord? Si l'UDPS ne n'a pas une question pour le droit et la justice, on n'a pas besoin de lui. Tout c'est clair. Parce que le fondement de l'UDPS, au papa Etienne Hassan Mabélé, c'est la justice. Si tous les membres de l'UDPS ne peuvent pas répondre à cette question de la justice, on n'a pas besoin de vous. Permettez-moi, je le dis avec amour, hein. C'est vraiment pas pour injurer personne. Voilà, moi je clôt là. C'est là qu'il termine, monsieur Mbou, quand même un dernier message un dernier message pour tous ceux qui vous suivent, mais particulièrement pour le chef de l'État qui va sans doute suivre cette émission. Quel serait votre dernier message? Mais Abenga de société civile obligé de aller à lutte contre la corruption, qu'on discute avec lui. La ligne Abenga Kabisote, Abenga Bisote, Christopher, voilà, ce sont des amis, ils sont ce qu'ils sont, c'est leur liberté. Abenga nous biso, ngana rolbelaya, ngana rolbelaya. D'accord, c'est une recommandation qui est ici. Nous ne comprenons pas qu'il y a des épisodes de corruption de cette nature. La question de la corruption est devenue idéologique au Congo. Si on ne prend pas ça sur le couloir politique, on ne résolvera pas cette question. Et on s'est expert en Angoté. J'ai 30 ans dans ce domaine. Je suis mis ça au Congo pour la Makambo et Tchanalakati. Comment tu ne nous appelles pas? Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de ce bord-là. Comment vous expliquez ça? Ça, c'est une question que certainement le bureau du président de la République peut répondre. Mesdames et messieurs, c'est le mois de la femme. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Monsieur Mbou, un senior, il a 30 ans dans cette histoire de corruption et consorts. Vous menez un travail de titan, félicitations. On vous a entendu hors caméra, hors micro, on l'a écouté. En tout cas, c'est un monsieur qui a de valeur, c'est un monsieur qui peut-être, si le gouvernement utilisait sagement dans ces fléaux qui gangrènent la République démocratique du Congo, qui est la corruption, peut-être qu'on trouvera de bonnes solutions. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Merci d'avoir répondu à nos questions, mais surtout, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, c'était Évaluation. On se retrouve prochainement. Au revoir.